Allô les petits isolés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la vidéo, on veut s'intéresser à la situation relative du Québec par rapport au Canada. Ça a fait couler beaucoup d'encre numérique sur les réseaux sociaux cette semaine. Essayons de voir si les mathématiques peuvent pas apporter un éclairage intéressant. D'abord, pourquoi faire des maths en période d'isolement? Mais premièrement, ça permet de mieux comprendre la situation actuelle. Quels sont les modèles mathématiques derrière? Qu'est-ce qui se passe en période de pandémie? Deuxièmement, ça permet de prévoir l'évolution probable de la situation, puis ainsi d'être moins stressé quand les données se confirment ou quand les mesures auxquelles on s'attendait sont mises en place. Parlant de ces mesures-là, ça aide à les accepter. Si on sait qu'est-ce que c'est une croissance exponentielle, on n'est pas surpris de voir le gouvernement agir quand il y a seulement une dizaine de cas. Puis finalement, ça nous permet de développer notre numératie au sens large, de mieux comprendre les chiffres, les nombres, de les lire, les interpréter, et ainsi de ne plus avoir besoin de ces vidéos. Commençons. D'abord, il faut se protéger des fausses évidences. Regardez le graphique suivant qui a été produit par un utilisateur. Le graphique de base est celui disponible sur la presse à l'adresse en bas de la diapo, mais les lignes ont été rajoutées, laissant croire au lecteur que la situation au Québec va beaucoup mieux qu'au Canada. En fait, on va voir dans la vidéo qu'il n'en est rien, mais on va quand même utiliser les données qui sont là pour faire nos modèles et répondre à la question « Comment se situe le Québec par rapport au Canada dans la crise actuelle? » Ça nous amène à notre première remarque. La population du Canada est plus grande que celle du Québec. C'est normal d'avoir plus de cas. Il va donc falloir qu'on pondère. La solution, ça va être de passer en pourcentage. Mais en fait, en pour 1 million pour ne pas avoir des chiffres trop petits. Le problème est un problème typique. On se demande si j'ai 121 cas sur 8 485 000 de population au Québec, combien ça me ferait de cas par million d'individus? On fait un produit croisé et on trouve 14,26 cas d'infection par million d'individus. Si on fait des calculs semblables pour l'ensemble des données pour le Québec et pour le Canada en utilisant leurs populations respectives, on trouve le graphique suivant. En orange, c'est le nombre d'infectés par million au Canada et en bleu, c'est au Québec. On peut voir ici que ça va vraiment mieux au Québec qu'au Canada. En fait, cette interprétation-là, elle est fausse. Pourquoi? Parce que les deux courbes n'ont pas commencé en même temps. Au Canada, le premier cas est arrivé en janvier, tandis qu'au Québec, c'est en février. En plus, si on modélise la courbe d'évolution au Québec et qu'on la fait commencer plus tôt, donc en lui faisant une translation vers la gauche, on trouve que le modèle ressemble drôlement à ce qui est en train de se produire au Canada. En plus, si on poursuit la courbe vers la droite, elle semble plus intense que celle au Québec. Il va falloir faire des calculs plus poussés donc pour pouvoir comparer les courbes sans tomber dans le piège du décalage temporel. Ça nous amène à notre remarque numéro 2. Même en regardant les poids relatifs, on se trompe parce que la propagation a commencé plus tôt dans le reste du Canada qu'au Québec. Alors, l'important, c'est donc pas le nombre de cas. Il va falloir trouver quelque chose d'autre. On va s'intéresser plutôt à la vitesse d'apparition des nouveaux cas. Un peu de maths très rapide. Le modèle exponentiel, qui est celui qui modélise bien les pandémies, s'écrit sous la forme A fois B à la J, où B, c'est la base et J, c'est le nombre de jours depuis le début de l'épidémie. Si on regarde le rapport entre le nombre de cas de n'importe quelle 2 journées consécutives, on obtient le nombre de cas au jour J plus 1 divisé par le nombre de cas au jour J. En utilisant notre modèle d'en haut, on trouve l'expression suivante qu'on peut réduire en utilisant les lois des exposants, my love, et d'arriver à B simplement. Ce que ça veut dire, c'est que dans le modèle exponentiel, le rapport d'un jour à l'autre est constant. Ça vient régler notre problème de comparaison du cas du Québec et du Canada parce que c'est plus important quand est-ce que le modèle a commencé. On s'intéresse juste à la vitesse de jour en jour et ça va être comparable. C'est donc ça qu'on va utiliser comme astuce. Pour les fans de maths, je peux vous dire, avec ce nombre B-là, on peut arriver à trouver le temps de doublement en faisant ln de 2 divisé par ln de B. On y reviendra plus tard.
Si on fait les calculs du ratio entre le nombre de cas d'une journée et de la journée précédente, pour le Québec en bleu et pour le Canada en orange, on trouve le graphique suivant. Sur l'axe des X, à l'horizontale, ce sont les dates, et sur l'axe des Y, c'est ce ratio. Si on se trouve sur la ligne 1, ça veut dire que le nombre de cas aujourd'hui est exactement égal au nombre de cas hier. Si on est en dessous de la ligne 1, c'est que le nombre de cas est en train de diminuer, le nombre de cas total. Et si on est au-dessus, c'est que le nombre de cas est en train d'augmenter. Il ne faudra pas se surprendre d'être au-dessus de la ligne 1 pendant un bon moment encore. Ceci étant dit, on veut tout faire pour ne pas atteindre la ligne 2 ou la dépasser. Pour les points qui sont sur cette ligne-là ou qui les dépassent, ça veut dire que notre nombre de cas double à chaque jour. À ce rythme-là, une infection au début du mois est égale à 1 milliard d'infections à la fin du mois. C'est insoutenable, mais on peut le voir sur le graphique, on en est loin en ce moment. Parlant de cette section-ci, il y a une bonne nouvelle. Le rapport entre le nombre de cas d'une journée et la veille semble descendre. Ça, c'est très bien. C'est ce qu'on essaie de faire avec les mesures d'isolement qui sont mises en place, la fermeture des aéroports. Toutes les mesures gouvernementales visent à faire baisser ce nombre-là le plus possible. On le sait qu'on n'arrivera pas à le faire descendre en dessous de 1, mais si on peut le maintenir très près, ça nous ferait très plaisir. Une autre chose qu'on peut remarquer, la courbe du Québec et du Canada ne semble pas très différente, nous laissant croire que les situations sont assez similaires. Ceci étant dit, on peut voir que le bleu est un peu au-dessus du orange. Est-ce que c'est suffisant pour croire à une différence? On va le voir dans les prochaines diapos. Finalement, je veux juste vous dire de faire attention. Ralentir, ce n'est pas suffisant. La meilleure analogie, c'est que si vous vous dirigez dans un mur à 120 km/h, de ralentir un peu, ça ne règle pas votre situation. Remarque numéro 3. Des gens pourraient se dire, oui, mais Jean-François, on ne serait pas mieux de comparer les temps de doublement au lieu de comparer les rapports entre une journée et l'autre. Très intéressant comme remarque, officialisons-la, on peut aussi comparer les temps de doublement. Dans cette diapo, je vais m'intéresser au temps de doublement au Québec et au Canada. Pour ce faire, j'ai demandé à Excel de me trouver l'équation du modèle exponentiel le plus proche des points de mes données et j'ai trouvé les deux équations qui sont présentées là pour le Canada et pour le Québec. Première chose que je veux vous faire remarquer, la base. Donc, le chiffre qui est mis dans l'exposant est plus grand pour le Québec que pour le Canada. On peut répondre donc à notre question initiale. La situation pour le moment, elle semble pire au Québec qu'au Canada. Voyons voir quand même dans les prochains jours et la prochaine semaine comment ça va se comporter parce que les mesures au Québec sont agressives, donc elles devraient nous permettre de réussir à diminuer ce chiffre-là. Deuxième chose, on peut faire des petites manipulations mathématiques pour trouver le temps de doublement. Faites-moi confiance, ne faisons pas les calculs ensemble, mais ce qu'on comprend, c'est que le temps de doublement au Canada en ce moment est environ de 3,3 jours, alors qu'au Québec, il est plutôt de 2,4 jours. Ça veut dire que notre nombre de cas actuellement, il double beaucoup plus rapidement qu'au Canada. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. La page Physique collégiale sur Facebook fait une très belle analyse des temps de doublement dans le monde. Il mentionne en particulier que la Corée a réussi à le faire passer à 75 jours, ce qui est superbe. L'Italie, avec l'ensemble des mesures draconiennes qu'elle a mises en place, est rendue à un temps de doublement de 5 jours. En France, c'est 4. Encore moins bon au Canada, 3,5. Et aux États-Unis, c'est la catastrophe. Ça double à chaque 2 jours. Comment on fait pour faire monter ces chiffres-là le plus possible, pour laisser du temps aux hôpitaux d'accepter les malades? Bien, il faut s'isoler, respecter les directives gouvernementales et faire attention aussi avec les objets qu'on s'échange. En conclusion, non, la situation au Québec n'est pas meilleure que celle au Canada, puis on peut même argumenter qu'elle est pire en ce moment, mais j'ai confiance, en respectant les directives, on va réussir à faire baisser la courbe. Comprenons qu'on n'a jamais eu autant d'impact sur notre survie collective, sur la survie des gens qu'on aime aussi. Profitons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le partager. Moi, ça m'encourage à en faire d'autres. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un contact avec la réalité. Ciao, bye!